Bienvenue dans Anatomie de la performance. Ici, on ne parle pas seulement de résultats ou de scores, on dissèque la performance à travers ses trois piliers fondamentaux, le mental, la nutrition et le physique. Parce que la performance ne se résume jamais à un seul facteur, elle se construit à l'intersection de ces trois leviers en synergie permanente. C'est cette vision globale qui est au cœur de MNP Performance. Dans ce podcast, je croise la réalité du terrain, la mienne mais surtout celle des athlètes, avec une vision plus théorique et scientifique grâce à l'intervention d'experts de chaque domaine. Si tu veux comprendre comment la performance se construit vraiment et comment l'améliorer durablement, tu es au bon endroit. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anatomie de la performance. Donc je suis pas tout seul, je suis avec un ancien pompier, l'homme le plus solide de SOS, aka le J. Exactement. Du coup, on a le J et le S. Parfait. C'est ça. Jules Castor, salut. Salut. Merci d'être venu sur ce podcast. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, c'est pas compliqué. Je m'appelle Jules Castor, comme l'animal. J'ai 32 ans cette année. Je ne sais pas encore. Et je fais du CrossFit depuis 2016. Compétiteur depuis 2017-2018. Ok. Voilà, je suis tombé dans la compète assez rapidement. Parce que ça fait partie, je pense, comme tout bon compétiteur de notre ADN. Je suis coach sportif aussi en parallèle et jusqu'à il y a 2 ans, j'étais marin-pompier à Marseille. J'ai fait 10 ans dans l'unité et ensuite j'ai posé la casquette pour vivre du sport à temps plein. Donc là, tu es pro ou alors du coup, tu as le statut de coach et en parallèle de ça, tu fais tout. Alors c'est compliqué de dire pro parce que c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas fédéré. Ouais. Donc du coup, on n'a pas du tout d'aide d'une éventuelle fédération. Donc le pro, oui, parce que j'ai des sponsors aujourd'hui qui me permettent d'en vivre. On peut dire décemment. Ouais. Après, voilà, on ne gagne pas des milliers et des cents. Donc forcément, on est obligé de développer une activité à côté. Ou alors, on sait que ça va s'arrêter dans X années. Quoi qu'il en soit, on est obligé de prévoir quelque chose. Donc c'est pour ça que je me considère comme pro, mais j'ai quand même une activité à côté qui est lucrative et pour assurer l'avenir. Ouais, ok. Voilà. Ok. Et du coup, je vis dans le Var, dans le sud-est, depuis que je suis né. Et là, tu t'es exilé dans les Landes. Parce qu'on est dans les Landes, du coup, on est à CrossFit Maya. Vous pouvez le voir là-haut. Du coup, si vous passez dans les Landes, n'hésitez pas à venir. Il y a 2 box à aller voir. Celle d'Alexandre Pinsol à Dax, à Pierce, où tu t'entraînes aussi un peu. Ouais, c'est ça. Et puis, si vous passez un peu plus proche de la côte, n'hésitez pas à passer à CrossFit Maya, du coup. J'en profite. Je fais un peu de teasing. Ouais, non, mais on sera ravis de vous accueillir. Il y a des box partout ici. Ouais. Ok. Et du coup, dans le Var. Ouais. Et tu t'entraînes Alors moi, je m'entraîne à CrossFit Estérel. C'est à Puget-sur-Argence. Ok. À côté de Fréjus. Je m'entraîne avec des copains là-bas. C'est une petite box sympa, famille. Et on fait tous la prog. Donc c'est cool, ça permet de créer un peu une émulation et de s'entraîner sur tous la même, sur les mêmes entraînements tout simplement. Et rien de plus. Ok, impeccable. Rien de plus. Justement, tu parlais de la prog. Donc la prog, en l'occurrence, c'est Sound of Silence. Ouais. J'aimerais bien qu'on fasse le podcast en mode MNP, donc c'est-à-dire mental, nutrition, physique. Mais du coup, dans le sens inverse, plutôt en mode physique, nutrition, mental. Ouais. Comme ça, on peut commencer par la prog. Sur Sound of Silence, tu as un rôle de programmateur, de coach, tu fais des suivis ou... Alors, on va reprendre depuis le début. Ouais. Alex, il a créé la prog en 2022, donc ça va faire 4 ans. Ouais. Je crois que c'était en mars-avril. Donc lui, à la base, il avait créé la prog parce qu'il était en suivi perso avec un Anglais, avec Alizé. À l'époque, ils s'entraînaient ensemble. Et ils ont eu le besoin et l'envie de créer quelque chose, une communauté en fait, où tout le monde s'entraînait ensemble. Parce que c'est vrai qu'ils s'entraînaient toujours dans leur coin. Donc ils ont créé cette programmation. Nous, avec Alex, on s'est rencontrés à l'été 2022 et direct, ça a matché. Moi, à l'époque, j'étais sur une autre programmation, la programmation de Willy Georges. Et comme ça a matché, avec Willy, en fait, on n'avait pas vraiment de relationnel. C'était assez pro. Il prenait vachement ses distances. Donc, du coup, moi, avec Alex, comme ça a bien matché, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de partir avec vous, de continuer l'aventure avec vous. Donc, ça a démarré de là. Au début, en tant qu'athlète. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mon diplôme tout simplement pour être coach, parce qu'à l'époque, j'étais pompier. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans la prog de par mes performances et la visibilité. Je pense que je me sentais légitime et Alex avait envie aussi de me confier une partie de la participation tout simplement. Ouais. Donc au début, on avait lancé une programmation qui s'appelait SOS Endurance. C'était un dérivé d'Aerox. Ok.
Mais ça n'a jamais vraiment pris parce que, en fait, lui comme moi, on ne se sentait pas vraiment légitime à proposer une programmation sur une activité qu'on ne pratiquait pas. Mm. Donc ça a duré 6-7 mois, ça stagnait, on avait vraiment des difficultés et un manque de motivation pour communiquer sur ça. Donc on a laissé tomber et à ce moment-là, j'ai décidé, et Alex a décidé aussi de m'intégrer pleinement dans la prog en tant que programmateur. Donc aujourd'hui, comment on fonctionne? On fonctionne sur un cycle chacun. Donc c'est des cycles de 4 semaines. Donc lui programme un cycle, 4 semaines. Dès qu'il a fini, c'est moi qui prends le relais. Et forcément, après, il y a une continuité qui est faite. On ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça a commencé en août. Mais en août, on s'est vu, on a dit OK, c'est quoi les échéances? Off-season, on va préparer les pics de forme, etc. Donc on a une trame. Et après, on la respecte, mais du coup, on fait 4 semaines chacun. Ok. Au moins, parce qu'en fait, au début, la question se posait de savoir est-ce qu'il y en a un qui programme la force, un qui programme la partie Metcon, gymnastique, etc. Ouais. Le problème, c'est qu'on a des manières de travailler différentes. Moi, je prends un peu plus d'avance que lui sur le travail. Et le problème de programmer un petit peu séparément ces parties-là, c'est que si jamais, moi, par exemple, je vais te dire n'importe quoi, je mets de l'épaulé le lundi et que lui, il va mettre de l'épaulé dans un WOD le jeudi, ça va faire doublon. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on ne voulait pas vraiment se marcher l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'on a décidé de vraiment se consacrer pleinement à un cycle de 4 semaines chacun. Ouais, tu gères mieux les interférences. Ouais, c'est ça. Après, c'est cool d'avoir 2 approches différentes pour le coup. Je trouve que c'est pas mal, même d'un cycle sur 2 comme ça. Alors c'est ça, en fait, déjà, les gens qui suivaient la programmation depuis un moment, ils ont clairement vu ma signature quand c'est moi qui ai commencé à programmer. Donc ça a apporté, je pense, un petit vent de fraîcheur. Et puis même pour Alex, déjà, ça permet de le décharger mentalement. Ouais, forcément. Ouais. Parce que c'est vrai que programmer tout le temps, avoir d'imagination et voilà, c'est un vrai taf. Exactement, c'est un vrai taf. Et puis même lui, se programmer pour soi-même, c'est différent. Ouais. Donc il m'a dit, ça va me faire du bien pendant 4 semaines de ne pas me préoccuper de ça et de vraiment me laisser porter. Et voilà, il avait vraiment confiance en moi. Le premier cycle, il a un petit peu mis son grain de sel sur ce que je programmais. Et après, il a vu que ça marchait bien, que les gens étaient contents, qu'il y avait du résultat. Ouais. Donc là, maintenant, voilà, je suis pleinement autonome et ça fonctionne très bien comme ça, on se régale. Ouais. Donc vous êtes 2 du coup à faire toute la prog. Ouais, c'est ça. Ok. On est 2. Programmation, forcément, on a la partie réseau qui prend une grosse place. Souvent, je dis que c'est le plus gros du boulot. Oui, vous avez du coup là, la page Insta et la chaîne YouTube. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube du coup de Sound of Silence. Prog. Et vous faites des vlogs et tout, du coup c'est assez cool. C'est ça. Donc si les gens veulent aller voir, en fait, il faut marquer Sound of Silence Prog. Parce que sinon, tu sais, ils tombent sur la musique de l'artiste. Ah oui, d'accord. Qui est bien plus connu que nous. Donc on fait du vlog où on montre un petit peu les coulisses, etc., des compètes, des entraînements. Là, en ce moment, on est en pleine période de qualif. Donc du coup, on essaye un petit peu de filmer tout ça. Et les gens sont très friands de ça. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Et après, la partie page Insta, donc story et posts, où il faut être vraiment régulier parce que forcément. Voilà, c'est le jeu, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et vous êtes combien du coup sur la prog là, en tout? Tu sais Alors c'est compliqué de chiffrer parce que y a des gens qui ont des comptes, ils s'entraînent à plusieurs sur un seul compte. Ouais. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà. Nous, en fin de compte, le travail c'est le même qu'on ait 50 personnes ou 500 personnes. Oui, c'est sûr. Combien on a de personnes? Je crois qu'on est à 700 personnes. Ok, ah ouais. La grosse communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça varie en fonction des périodes, mais là, voilà, en ce moment, on a le vent en poupe et ça fonctionne plutôt bien. Donc, c'est vraiment cool. Trop bien. C'est vraiment cool. Ouais. Ok. Et du coup, toi, tu suis aussi la prog? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez, genre avec Pimpin, vous suivez le tronc commun ou est-ce que vous avez des trucs un peu perso? Non, tout le monde fait le tronc commun. Ouais. Ok. On n'a pas voulu partir sur du perso parce que voilà, lui, le perso, il est déjà passé par là. Moi, j'ai programmé pas mal de personnes en suivi perso avant d'intégrer SOS pleinement. Et c'est compliqué parce que forcément, c'est personnalisé. Ça peut convenir à certains. Nous, on a besoin d'avoir un échange avec tout le monde et de pouvoir un petit peu partager nos scores, voir où on se situe sur les WOD, à condition que ça se fasse de manière saine. Parce que c'est vrai qu'à la fin de ton WOD, si tu regardes le score et que tu as fait un mauvais score et que tu te mines le moral, voilà, c'est pas le but, c'est pas terrible. C'est juste pour créer l'émulation et pas l'aspect compétition mauvais côté, on va dire, de la compétition. C'est ça, ça permet vraiment d'avoir des repères et de voir un peu si tu as été bon, moins bon, si tu es dans une bonne forme. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Si tu es tout seul à faire ton WOD, tu sais pas trop où tu en es.
Donc non, pour répondre à ta question, on fait que le tronc commun. On propose pas de perso, nous, contrairement Ouais. à d'autres progs qui le font. Nous, on a décidé de rester vraiment sur un tronc commun et tout le monde fait la même chose. Ok, très bien. Et là, justement, tu l'as dit, on est en période de qualif. Comment tu gères ça? Parce que du coup, forcément, tu as des WOD à faire, c'est pas les mêmes WOD que tu as dans la prog. Des fois, tu as des redos. Ouais. Comment tu arrives à. J'imagine que tu mets pas tout en pause. En même temps, il faut que tu arrives en forme sur les WOD de qualif. Tu as des interférences. Enfin, comment tu gères tout ça, quoi? Tu veux dire pendant les périodes de qualif ou Ouais, avant? plus pendant. Ouais. Alors pendant, tout va dépendre de la compète. Ouais, Des fois, donc là par exemple, si c'est une compétition nationale où on sait voilà, qu'on va se qualifier, ouais, on se prend pas la tête, on va faire le WOD une seule fois. Donc par exemple, je te donne un exemple, les Normandies, Battle of Normandie. Là, c'est tombé pendant les qualifs des Madrid. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Fin de semaine, samedi matin, j'ai fait ma force, etc. Et ensuite, je me suis mis sur le WOD, j'ai fait un one shot et ça s'est bien passé. Je me qualifie, je sais que sans trop de difficulté. ok. Donc là, on suit vraiment la trame normale et on vient intercaler le WOD, à la limite remplacer le WOD du samedi par le Ouais. WOD des Normandies et ça se passe bien. Sinon, là, WOD des Madrid qui se termine ce soir, c'est la deadline. Là, vraiment, vu que c'est un semi et qu'il y a des athlètes des Games, tout simplement. Ouais, ça commence à être solide, là. Ouais, on a 30 spots. Donc là, vraiment, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc vraiment, là, sur ce type de qualif, et pour les French aussi la semaine prochaine, on met complètement de côté la prog. Donc c'est-à-dire qu'on continue à programmer. Par contre, moi, j'ai même pas ouvert Strivy. Ouais. Bon, je sais ce qu'il y a forcément parce que c'est moi qui l'ai programmé, mais j'ai pas fait la force du tout. Et on garde toute notre énergie pour faire les WOD une fois, 2 fois, 3 fois s'il le faut. Parce que on peut pas se permettre de faire la prog plus les WOD de qualif. Voilà, on est obligé de se consacrer pleinement sur ces qualifs. Ouais. Ouais, donc vous mettez la semaine en question entre parenthèses et focus. C'est ça. Et après, vous récupérez le train en marche, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que après les qualifs, je vais prendre une bonne semaine de récup. Mais ouais, on met de côté. Et il faut arriver, c'est là qu'il faut arriver à lâcher prise un peu en se disant bon, écoute, on a fait le job ces derniers mois. Et là, le cycle en cours, et pendant 2 semaines, on va le mettre de côté. On va peut-être pas forcément respecter le cycle de force qui était prévu. Mais bon, après, c'est pour la bonne cause. Et c'est pour ça aussi qu'il faut sélectionner ses compètes et qu'on ne peut pas en faire 12. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, tu passes ta première partie de l'année à faire que des WOD de qualif. Bah ouais, c'est clair. Et ça te plombe ta programmation. Ouais. Ouais. Ok. Et justement, là, tu as quoi comme compète de prévu sur 2026? Alors, les grosses échéances, ça va être les French, les Madrid. Donc les French qui servent de semi-finale aussi. Ouais, c'est ça. Madrid et French cette année, c'est semi-finale. Ah, Madrid aussi? Ouais. Ok. Je pense que le niveau sera plus relevé aux French. Parce que les French, ils prennent 20 personnes. Ok. Et Madrid, ils en prennent 30. Ok. Et il y a moins de costauds. Ouais. Et ensuite, du coup, ce sera Battle of Normandie en juillet, Marseille en juillet. Et ensuite, après, des petites compètes en team, enfin des petites compètes nationales. Donc les Mayennes, voilà, c'est valeur sûre. Ouais. À chaque fois qu'on me dit est-ce que tu as une compète en team à me proposer, je dis Mayenne. Mayenne, ouais. Je l'ai découverte l'an dernier, du coup, en 2025, là, et bluffé de la qualité de cette compète. Ouais. Ils font pas de bruit. Ouais, ils font pas de bruit sur les réseaux, mais ils font le job et vraiment c'est incroyable. Après, nous, on a la chance d'être team sponsor à chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'on a accès à la navette qui va nous chercher à l'aéroport. On a les loges athlètes. Ouais. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a fini le WOD, on part dans nos loges et c'est des loges privatives. Donc, au moins, on est à l'écart et on peut se reposer. Et ça change vraiment la donne. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, j'ai eu que des bons retours. Ouais. Et ça fait 2 ans que je participe. Donc, vraiment, c'est le top. Voilà. Donc, c'est pour ça que je continue à la faire. Et ensuite, après, pour l'instant, j'ai rien de prévu, quoi. Il y a la saison d'haltéro aussi, mais ça, c'est du plus. C'est secondaire. Ouais. Je leur ai dit au club. Pour le kiff. Ouais, je leur ai dit c'est le crossfit en premier et l'haltéro après en second plan. Ok. Bon, trop bien. Et est-ce que en parallèle de la proc, tu es suivi par un kiné, un ostéo Ouais. Pas spécialement. Alors, suivi, ostéo, je vais le voir 2 fois par an, 2-3 fois par an. Ok. Je vais le voir en préventif. Donc c'est très bien comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent, l'ostéo, on va pas le voir quand on a mal, on va le voir avant. Et kiné, j'y vais 1 fois par semaine. Ok. Parce qu'en fait, l'an dernier, je me suis fait une névralgie intercostale.
Donc je me suis bloqué le dos sur un front squat. Je suis resté couché pendant 4 jours. Je ne pouvais plus me lever. On aurait dit vraiment une personne à mobilité réduite. Et donc de là, je suis allé voir mon kiné, massage. Et c'était des tensions en fait, qui étaient accumulées avec l'entraînement de ces derniers mois. Donc massage. Et après, j'ai pris l'habitude. Maintenant, j'y vais 1 fois par semaine. Ok. Il me masse. Et vraiment, ça permet au corps de se détendre, etc. Ouais. C'est important quand même, avec ce qu'on se met toute la semaine. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais, de s'accorder au moins 1 fois par semaine. Parce que c'est vrai que dans les sports fédérés, tout à l'heure, on en parlait. Ils ont accès à des kinés, les sportifs de haut niveau. Nous, moi, aujourd'hui, je me considère comme sportif de haut niveau, de par parce que je peux vivre de cette activité, mais aussi parce qu'on s'entraîne 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Donc le corps, il a besoin, comme n'importe quel autre athlète de haut niveau, de récupérer. Ça passe par de la kinésithérapie. Donc ouais, important. Ah ouais, surtout en CrossFit où la charge de travail, elle est énorme. Ouais. Et en plus de ça, on fait appel à peu près toutes les filières énergétiques. Il faut bosser plein de choses en parallèle. Donc en fait, tu n'as pas une seule partie du corps qui n'est pas exploitée. C'est clair. Et il faut de la récupération musculaire, mais aussi nerveuse, etc. Donc, tout à fait. Ouais. Donc c'est important. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on a des grosses contraintes et tout. Donc, ouais, clairement. Ouais. Du coup, transition parfaite, on commence à parler un peu de récup. L'autre volet de la récup, c'est aussi la nutrition. Une question que je me posais, c'était est-ce que sur l'année, tu adaptes ta nutrition en fonction des cycles de la prog, justement, pour illustrer un peu, est-ce que par exemple, tu fais varier tes macros, je sais pas moi, plus ou moins de protéines, plus ou moins de glucides, plus ou moins de lipides en fonction du cycle, tu vois, si c'est de la force, endurance de force, hypertrophie. Ou est-ce que tu as une trame sur l'année et tu la suis sans trop te prendre la tête? Et même question du coup plus sur l'aspect micro, tu vois. Je sais pas moi, quand tu fais beaucoup de force, tu sais que les articulations par exemple prennent beaucoup. Est-ce que tu augmentes, je sais pas, glucosamine, chondroïtine, un peu plus de glycine ou tu vois pas spécialement? Alors sur la base des macros, donc tout ce qui va être glucides, lipides, etc. Je suis pas regardant. Ok. Vraiment, je fais au feeling. Après, forcément, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais pris un diète à l'époque où je voulais me qualifier au semi. Je m'étais dit, écoute, on met toutes les chances de son côté. Et c'est vrai que j'avais un peu du mal avec l'alimentation. Je savais pas trop comment faire mon assiette, etc. Donc, je suis allé le voir. On s'est vu 2-3 fois. Après, au bout de 3 fois, il m'a dit, bon, c'est bon, on peut arrêter. Tu es autonome. Donc, je fais gaffe. Toujours une source de légumes, une source de protéines et une source de glucides. Et ça fonctionne comme ça toute l'année. Voilà, je mange à ma faim, tant que j'ai pas de fringales, donc c'est que ça me va bien, je suis assez stable au niveau du poids, au niveau de l'énergie, etc. Ça marche bien. Après au niveau micro, forcément, je fais un peu plus gaffe. Tout ce qui va être complément, moi pour te dire, le matin je prends oméga 3, vitamine D l'hiver, forcément, parce qu'on est un peu en déficit, vitamine C, et après l'entraînement c'est glycine. Glutamine pour et protéines, avec une source de glucides pour assimiler correctement. Et le soir, avant de me coucher, c'est là magnésium, oméga 3 et taurine, glycine. Ok. Voilà. Donc ça fait un bon petit combo, mais je pense que c'est indispensable. Après, il faut un bon sommeil forcément. Mais c'est indispensable, comme on disait tout à l'heure, avec tout ce qu'on se met dans le cornet toute la semaine. Et voilà, c'est une habitude à prendre. Moi, je sais que j'ai mes trucs sur mon plan de travail. Au début, je m'étais fait ma petite to-do list sur mon téléphone pour rien oublier. Mais maintenant, voilà, c'est ancré. Et voilà, après, à contrario, demain, si je pars en vacances, que j'oublie de prendre mes compléments, il n'y a pas un souci. Tant qu'on les prend régulièrement sur l'année. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même important. D'apporter tous ces il faut, de toute façon, c'est clair qu'à partir du moment, déjà, on a une nourriture qui est de plus en plus pauvre, donc au niveau même micronutriments, on va dire les moldus, personne lambda doivent déjà se complémenter, mais quand tu arrives à un niveau comme le tien, forcément, le corps, il a besoin de plus d'apports de manière générale. Bien sûr. Et tout ça, du coup, c'est avec Nutrimuscle? Ouais, avec Nutrimuscle, alors c'est tout récent. Ils m'ont contacté début d'année. Voilà, on s'est eu au téléphone, on est tombé d'accord sur un compromis. Donc je suis suivi par eux pendant 2026. Je rejoins la team avec Guillaume, Lucas et Romain et d'autres Iroxers, mais je pense pas que les gens connaîtront forcément. Et Brenos, du coup j'étais chez Brenos, donc ça s'est terminé malheureusement parce que voilà, je pouvais pas garder les deux. Ok. Mais Nutrimuscle, du coup.
c'est parfait, quoi. Ouais. Je me pose pas de questions. Tous les mois, ils m'envoient mes compléments Impeccable. et ça fonctionnera très bien. Ok, impec. Ben, parfait. Ouais. Du coup, j'ai plus basculé sur le volet mental maintenant. Donc, on a dit tout à l'heure, période de qualif. Et dans quel état mental t'es sur ces périodes de qualif? Comment tu te sens? Est-ce que Ouais. tu as. Alors, j'imagine que ça dépend des compètes, comme tu le disais tout à l'heure, mais est-ce que tu as une pression particulière ou pas? Alors en fait, j'ai pas mal évolué sur ce point-là cette année. Ouais, Ouais, parce qu'en fait, pour tout expliquer, du coup, on va revenir un peu aussi en arrière. Ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je rencontre Alex. Je rentre dans la programmation, je commence à me régaler, à croire au process. Il y a une vraie évolutivité dans la prog. Donc je commence à avoir des bons résultats. Après, dans la foulée, à l'époque, j'étais marin-pompier à Marseille, donc les nuits compliquées de performer quand tu fais 2 nuits blanches par semaine. Donc je faisais comme je pouvais. J'avais un bon petit niveau en team, on se faisait bien plaisir en team, mais en solo, c'est compliqué. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité aux pompiers de basculer et de partir sur une caserne. Donc c'était la caserne de l'aéroport à Marignane, où du coup, forcément, la nuit, il n'y a plus d'activité. ouais. Donc là, j'ai commencé à faire des nuits complètes. Forcément, ça s'est ressenti sur la perf. Et donc 6 mois plus tard, avec Alex, l'objectif, c'était les semi-finales. Je m'y qualifie. Donc tu passes de personne t'attend, personne te connaît, à t'es propulsé à l'échelle du CrossFit, tu vois. Ouais, T'es propulsé sur le devant du CrossFit français. Donc très content parce que l'objectif est atteint. Je me régale, je prends mon pied. Sauf que du coup derrière, t'as pas forcément les armes pour gérer cette pression-là. Ouais. Donc l'année dernière, ça tombe il y a 1 an, les qualifs qui arrivent, je me bloque le dos, je me fais mal, je me sens pas en forme, je suis en surentraînement, j'avais pas vraiment coupé. Et j'arrive au qualif, je me chie dessus clairement. Vraiment, j'ai l'impression que tout le monde m'attend au tournant. J'ai l'impression que les sponsors, si je fais une mauvaise saison, ils vont me lâcher. Et je gère vraiment très mal ça. La chance que j'ai, c'est que je suis invité au French, parce que je m'étais qualifié au semi. Ouais. Donc ça m'enlève vraiment un poids. Mais voilà, la saison ne se passe pas ouf, quoi. Ouais. Je me blesse en juin ensuite. Je pense que tout ça, c'est vraiment lié. Ouais, forcément, ouais. Voilà, je fais pas une saison de fou, mais voilà, je suis pas non plus à la rue, quoi. Et je me rends compte d'un truc, c'est que en fait, peu importe le résultat que je fais, il n'y a rien qui change, quoi. C'est-à-dire que les sponsors, j'avais la chance d'avoir choisi des sponsors avec qui j'avais un bon relationnel. Donc, ils ont pu comprendre. Et au final, eux, ils s'en foutaient parce qu'ils savaient que voilà, j'étais apprécié dans le milieu et que voilà, je continuais à faire des belles compètes, quoi, affiliate, French, etc. Et aussi, les gens continuaient. Je me suis rendu compte que les gens n'allaient. C'est pas parce que je faisais une moins bonne saison que les gens allaient pas m'aimer, quoi. Ouais. Donc cette année, j'aborde les qualifs avec beaucoup plus de sérénité. Je suis pas dépendant aussi des sponsors, donc je pense qu'aussi ça enlève un poids, dans le sens où si demain les sponsors ça s'arrête, je continue à vivre et à gagner ma vie. Donc ça y joue pour beaucoup. Mais j'ai pas du tout la même approche que l'année dernière. Ouais, d'accord. Je suis beaucoup moins, je suis beaucoup moins focus sur ce qui va se passer. Je vais donner le max. Là, les qualifs des Madrid, ça s'est vraiment bien passé. Mais si ça s'était mal passé, ça aurait rien changé. Ouais. Et voilà, je suis beaucoup moins stressé, quoi. Ok. Tu anticipes une des questions que j'avais, c'était justement la partie sponsor. Est-ce que ça a rajouté de la pression vu que tu as plus d'enjeux, plus d'attentes aussi, mais de l'attente qui peut être externe? Ouais. En fait, en tout cas que tu perçois comme externe, parce que des fois, sûr. c'est genre, tu as l'impression, justement, comme tu disais, que les sponsors attendent un résultat et en fait, pas nécessairement. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé aussi, du coup, la variable que j'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est que l'an dernier, période des qualifs, c'est au moment où je quitte les pompiers. Ok. Donc, je quitte le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, stress supplémentaire. Donc, ça veut dire que, en fait, je sais que je vais pas avoir. En plus, moi, je quitte les pompiers, je démissionne. Donc, ça veut dire que j'ai pas de chômage. Ouais. Donc, je quitte mon salaire qui était quand même assez confortable. Donc, je vais vivre des sponsors et des coachings. Sauf que je lance mon activité de coaching. Donc, ça veut dire que je me dis là, si je fais une mauvaise saison et que les sponsors coupent les vivres, et en fait, je me retrouve, je suis à la rue, quoi. Bon, forcément, j'avais quelques mois d'épargne pour voir venir. Mais voilà, c'était un truc, c'était le saut dans le vide. Tout à fait, Donc voilà, c'était plein de facteurs en fait qui, mis bout à bout, ont créé quelque chose d'assez malsain au niveau mental. Et voilà, 1 an plus tard, on est là. Et voilà, il y a eu pas mal d'évolutions au niveau pro, au niveau mental aussi, parce que du coup, j'ai pris un prépa mental cette année pour m'accompagner.
Et on a beaucoup travaillé sur ça. Et ça me permet, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, d'être beaucoup plus serein. Et peu importe ce qui va se passer, en fait, ça ne changera rien. Je continuerai à kiffer le sport et à essayer de me régaler. Ouais, ok, trop bien. Ouais. Et là, justement, le fait que tu sois venu chez Alex pendant la période de qualif, est-ce que c'est hasard du calendrier ou est-ce que c'est volontaire pour aller chercher un peu plus d'émulation, le fait de pas les faire tout seul, d'avoir un lièvre ou tu vas essayer de créer quelque chose? Bien sûr. Il y a 2 ans, quand je me suis qualifié au semi, j'étais parti 3 semaines chez Alex. Ouais. Donc, j'étais parti 10 jours avant. Ensuite, il y a eu les semis. J'ai fait les quarts là-bas. Enfin, les quarts, pardon. Et ça s'est super bien passé. Vraiment, je m'étais mis dans un environnement propice à la perf. Ouais, ok. Il était là. Quand je vais chez Alex, je vis chez lui. Ouais. Donc, il me faisait à manger. Je pensais à rien, vraiment. Ouais. En plus, à l'époque, j'étais pompier. Donc, du coup, j'étais vraiment en vacances. J'étais pas entrepreneur encore. Donc, vraiment, c'était CrossFit. Et ça m'a plutôt bien réussi. Donc, cette année, avec Alex, on s'est dit, on renouvelle l'expérience. Lui, cette année, il est de la partie aussi. Parce qu'à l'époque, il était là en tant que coach seulement, vu qu'il ne participait pas. Et on s'est dit, ça va nous faire du bien. Voilà, donc, je viens 10 jours avant. On va s'entraîner fort ensemble. On va se tirer. C'est très sain entre nous. Ouais. Tu vois, des fois, je le bats, des fois, il me bat, mais il n'y a vraiment aucune animosité. On se tape dans la main à chaque fois et on est content l'un pour l'autre. Donc, ça nous tire vraiment beaucoup. Et comme tu disais, ça nous permet d'être dans un environnement qui est propice à performer et tout simplement, quoi. Ok, c'est hyper intéressant ça. C'est vrai qu'on le néglige souvent, mais ouais, le fait de pouvoir te mettre dans les meilleures conditions possibles et en fait, c'est ces petits paramètres que tu as juste qui font que quand tu arrives sur ton boîte de qualif, t'as rien de parasite autour, quoi. Tu te concentres sur ça. Et puis voilà, pendant plusieurs jours, en fait, tu es vraiment dans une bulle. Ouais. Bon, nous, on a la chance de pouvoir le faire. Malheureusement, pas tout le monde peut le faire. Mais nous, on a un métier qui nous permet d'être un peu itinérant. Ouais. Donc vraiment, là, tu vois, on est là, on pense que CrossFit. Forcément, le jour où j'aurai des enfants et des responsabilités, je pourrais peut-être plus le faire, tu vois. Mais autant le faire tant qu'on peut le faire. Donc vraiment, ça nous fait du bien. Et en plus, là, nous, on a Guillaume Briand et Vincent Pradier, les pêcheurs, qui vont venir faire les qualifs avec nous. Ok. Donc on va être vraiment tous les 4 et ça va vraiment nous tirer. Ouais, c'est parfait ça. Voilà, il y a 2 ans, moi je me rappelle avant l'écart, Alex il m'avait amené à CrossFit Zarotz, c'est en Espagne, où il y a Fabien Benito, tous les Espagnols qui s'entraînent. Et j'avais halluciné, parce qu'en fait les mecs ils sont, je sais pas, ils doivent être 10 ou 15 à s'entraîner tous les jours ensemble. C'est des athlètes athlètes games. Et les mecs, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. En fait, t'arrives, t'es fatigué, t'arrives dans une box comme ça avec cet environnement, cette émulation. En fait, t'es obligé de te donner. Et t'y vas, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'est vraiment un réel game changer. Et je pense qu'avec Alex, si on avait la possibilité de s'entraîner ensemble toute l'année, on serait encore bien meilleur. Et je pense qu'on serait bien blessé aussi. Parce que quand on s'entraîne ensemble, c'est concours d'ego et je pense que le corps, il ne supporterait pas une telle intensité toute l'année. Donc au final, c'est bien de le faire par… C'est peut-être pas plus mal qu'on se voit qu'à certaines périodes. Mais voilà, forcément, il n'y a pas de coïncidence. On a vraiment choisi ce moment-là. Parce qu'on sait que c'est la saison se joue en ce moment sur les Madrid et les French. Et peut-être qu'on se reverra avant les French pour refaire un pic de forme. Mais là, c'était vraiment la période la plus importante. C'est pour ça que je suis venu pendant 1 mois. Ok, d'accord. Bon, je me doutais un petit peu de la réponse, mais je trouvais intéressant de parler de ce contexte-là. Et c'est vrai que des fois, on le voit, tu as plusieurs athlètes de haut niveau qui sortent de la même box. Alors, ok, tu as l'environnement, le coach qui fait que, mais il n'y a pas que ça. Et souvent, c'est justement, en fait, c'est des gens qui arrivent à se tirer vers le haut. Je pense notamment à Claudia Gluck et Victor Hofer, tu vois, qui ont commencé à peu près en même temps. Je pense qu'ils arrivent pas mal à… Enfin, ils sont pas mal tirés la bourre pour se tirer vers le haut, chacun. Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais non, mais bien sûr. Et puis au-delà de Claudia Gluck et Victor Hofer, tu as pas mal de petits jeunes aussi à Grienne. Mais derrière, alors forcément, Claudia et Victor, ils ont des prédispositions, c'est indéniable. Parce que moi, si je m'entraînais avec eux et que je faisais la même prog, je ne serais peut-être pas aussi fort qu'eux. Mais derrière, tu vois qu'il y a des petits jeunes qui sortent de Grienne et qui sont vraiment très solides au niveau français.
Donc voilà, exactement, l'environnement il est pour beaucoup. On a tendance un peu à le sous-estimer. Et pour faire le parallèle, nous, avec la prog, ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on ait des personnes qui nous disent bon bah écoute, j'arrête la prog parce que dans la box où je m'entraîne, tout le monde fait tel prog. Ouais. Donc en fait, je vais aller m'entraîner avec eux. Et nous on leur dit mais complètement. Ah ouais, bah ouais, Vas-y en fait. forcément, ouais. En fait, la prog, je pense pas qu'il y ait de meilleure prog qu'une autre. Il y en a des mauvaises, mais je pense qu'un bon programmateur, il sortira pas une meilleure prog que son concurrent qui est aussi Ouais. bon programmateur. S'il y avait une meilleure prog, de toute façon, ça se saurait. Oui, c'est clair. Mais je pense que ce qui fait la diff, c'est le fait de s'entraîner ensemble. Ouais. Voilà, le fait de s'entraîner ensemble. Je trouve ça tellement dommage. Des fois, je vais dans des box, il y en a un qui fait Wiz Training, l'autre il fait RX Comp, l'autre il fait EMF. Et en fait, les mecs ils s'entraînent ensemble en même temps, mais en fait, tout le monde fait son truc. Et je trouve ça trop dommage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, moi je le vois en petit niveau, mais tu vois, quand on s'entraîne ici, donc nous on est chez RX Comp. Ouais. Et alors il y a des fois, tu vois, tu peux pas faire autrement, tu t'entraînes tout seul. Donc des fois c'est pas facile de se mettre dedans. Ouais. Mais quand on s'entraîne à plusieurs et qu'on fait tous le même mode ensemble et tout, il y a une vraie différence. Ouais. T'es pas du tout dans le même état d'esprit, quoi. Ouais, c'est clair, clairement. Ok. Est-ce que, du coup, on a parlé un petit peu sur tes objectifs de 2026 et les compétitions que tu voulais faire. Est-ce que les games, c'est toujours un objectif? Tu cherchais enfin, t'as déjà fait les semis. Est-ce que les games, c'est un objectif et tu te dis, je vais aller chercher une place au semi, une qualification ou pas spécialement? Je pense que les games, c'est un objectif quand tu as 25 ans. Ouais. Ou 20 ans même. Là, je vais en avoir 32. Je sais que je vais continuer à progresser. Mais même si physiquement ça tient la route, mentalement, j'en ai peut-être pas vraiment envie. Peut-être qu'après, on va y venir. Mon pourquoi, il est peut-être pas suffisamment fort pour me qualifier pour envisager une qualif aux Games. Ok. Parce que vraiment, j'en rêve pas. J'en rêve pas comme je pouvais en rêver il y a 10 ans en arrière quand j'ai commencé le CrossFit. Je pense que quand tu commences à avoir 30, 31, 32 et peut-être 35 ans, tu aspires à d'autres projets de vie, plus sur le plan perso et professionnel. Ouais. Donc voilà, je veux continuer à m'éclater. Je veux continuer à montrer que je suis dans le game et que je peux me qualifier au semi. Après, pour y avoir été en 2024 et 2025, j'ai fini milieu de tableau. Les mecs qui sont dans le top 5, top 10, c'est vraiment un autre monde. Ouais. Ouais. Donc, quand je vois le temps que je passe à l'entraînement et la place que ça prend dans ma vie, je suis peut-être pas prêt à faire encore plus de concessions. Okay. C'est bien d'avoir cette lucidité aussi, tu vois, et justement de retravailler ton pourquoi. On va pouvoir aborder le sujet, d'arriver à… Parce que c'est vrai que tu vis dans un contexte où aujourd'hui, t'es plus pompier, tu as tes sponsors, tu fais du coaching, donc on pourrait se dire, ok, tu vis que CrossFit et c'est ton objectif de vie et du coup, on peut imaginer que ta carrière, elle s'oriente que là-dessus et sur des qualifs des Games ou quoi. Et justement, cette évolution que tu as eue par rapport à quand tu as commencé, justement, comme tu disais, elle est venue petit à petit. C'est un travail que tu as fait d'introspection personnelle, un truc que tu as fait avec ton préparateur mental. Qu'est-ce qui t'a fait changer et qu'est-ce qui a fait que tu t'es questionné un peu différemment sur tout ça? Tu peux reposer la question? Ouais, sur ton pourquoi, sur ta motivation profonde et le but que tu as, enfin l'objectif que tu as à moyen long terme. Ouais, je pense que mon pourquoi il était le plus fort au moment où je me suis dit je vais aller au semi. Okay. En fait, en été 2023, je fais les Marseille et j'arrive en finale, je suis premier au classement général. Et à l'époque, pour moi, c'était vraiment énormissime. Ouais. Parce que ça faisait 6 mois que j'avais recommencé à faire de l'indib. Je faisais que de la team jusqu'à là. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, tu es dans le top France. Parce que les Marseille, à l'époque, c'était vraiment, et ça allait encore, hein, une compétition, une des meilleures compétitions en France. Je me suis dit, vraiment, tu as un truc à jouer. Donc, on va tenter les qualifs des semis. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai vécu que pour ça. Vraiment, dans ma tête, j'avais que ça dans la tronche. Et j'avais vraiment la dalle. Ouais, ok. Et après les semis, et d'ailleurs on en vient souvent, tu vois, c'est souvent les gens ils disent le plus dur c'est pas d'atteindre le sommet, c'est d'y rester. Bon, je dis pas que j'ai atteint le sommet, mais j'ai atteint un objectif qui était très puissant. Et derrière, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Les games, ça me paraissait irréaliste. Et puis comme je te le disais tout à l'heure, j'avais pas forcément envie de faire plus. Donc qu'est-ce que je fais maintenant?
Et c'est pour ça que la saison s'est pas forcément super bien passée derrière, parce que j'avais pas de pourquoi. Ouais. J'avais pas fixé clairement mes objectifs. Je m'étais dit, ok, on va faire une saison, on va voir ce qui va se passer. En plus, ils avaient viré les semis, donc du coup, je pouvais pas me remettre l'objectif d'y aller. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce préparateur mental cette année pour pouvoir refixer des objectifs et rétablir un nouveau pourquoi. Et vraiment me questionner sur pourquoi je continue à m'entraîner autant, qu'est-ce que je veux faire cette année et quels sont les objectifs tout simplement, quoi. Ok. Donc je pense qu'il n'est pas aussi puissant que ce qu'il était il y a 2 ans, mais il est quand même là. Et même, comme je te disais tout à l'heure, si je ne vise pas les Games, je vais quand même tout donner pour aller au semi cette année et pour faire le meilleur résultat possible. Après, sur un malentendu, ça peut passer. Mais voilà, il y a 2 ans, au semi, ils prenaient, si je ne dis pas de bêtises, ils prenaient 10 personnes pour les Games. Donc c'était les French. Cette année, ils en prennent 3. Ouais. Donc voilà. Voilà pourquoi je ne me fais pas trop d'illusions. Ok. Ouais, tu as un pourquoi qui n'est pas forcément moins puissant qu'avant. Il a juste peut-être dévié un peu et il se concentre sur d'autres choses que les qualifs, quoi. C'est ça. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie au niveau pro, au niveau perso. Et le pro, ça me stimule autant que le CrossFit aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être plus 100% de mon énergie qui est dirigée vers le CrossFit. Mais c'est peut-être plus 40% vers le CrossFit, 40% vers le pro et 20% vers le perso. Ok. Ouais. D'accord. Et justement, les objectifs là que tu te fixes en début de saison, est-ce que c'est des trucs que tu travailles avec ton préparateur mental ou c'est quelque chose c'est un travail que tu fais tout seul de ton côté? Alors avec mon préparateur mental, j'avais fait un suivi de prépa mental avant les quarts en 2024 avec Lucien. Donc lui, Lucien, c'était un package de X séances, tel prix. On se faisait nos séances toutes les 2-3 semaines. Une fois que ça a été fini, voilà, terminé. Après, j'étais autonome. Là, mon prépa mental, cette année, là, c'est un peu différent. C'est une séance toutes les 15 jours. Donc, c'est de la visio. On s'appelle. Pendant 1 heure, on travaille sur tout ça. On échange énormément sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, où je veux aller, est-ce que mes objectifs ont évolué, etc. Et il m'apporte tout un tas d'outils aussi à mettre en place. Tu vois, c'est des trucs que je n'avais pas forcément vu à l'époque, mais tout ce qui va être ancrage, travail de visualisation, etc. Avec Lucien, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de cohérence cardiaque. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis parti vers un autre prépa mental cette année. Pas que ça se soit mal passé avec Lucien, mais c'est qu'il m'apporte des choses différentes. Ouais. Et ça élargit un petit peu mon couteau suisse. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ouais, du coup, on s'est régulièrement en visio et ça nous permet de rester continuellement dans le truc, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est comme un coach, au final, tu vas avoir des approches qui sont assez différentes en fonction des préparateurs mentaux. Tu as plusieurs écoles aussi, tu vois, et du coup, je trouve que c'est bien de changer. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut changer toutes les 4 matins, tu vois. Quand on a un qui te correspond, faut rester avec lui, mais c'est bien d'avoir cette ouverture d'esprit et de te dire, je vais piocher un peu ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis là, voilà, celui qui me suit aujourd'hui, qui s'appelle Benjamin, lui, il n'est pas du tout dans le CrossFit. Ouais. Donc, je suis son premier crossfitter. Ouais. Lui, il suit des triathlètes de haut niveau, donc des mecs qui font des Ironman et qui ont fait les Jeux Olympiques en triathlon. Donc, ça me permet aussi d'avoir une approche un peu externe de l'activité. Et voilà, je trouve ça intéressant. Ouais, carrément. Ok. Justement, tu parlais d'ancrage, d'outils comme ça. Tu as des routines particulières. Alors, je pense, je vais faire 2 questions en une. Est-ce que tu as des routines quotidiennes, par exemple le matin et le soir, pour améliorer ta récup ou être plus productif dès le début de la journée? Et deuxième partie de la question, c'est des routines en compétition. Du coup, pour gérer le stress, avant de rentrer sur le floor, te mettre dans un état d'esprit qui fait que tu es ultra focus ou que tu mobilises bien ton énergie. Ouais. Alors oui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur tout ça. Les routines, c'est des choses où je ne suis pas très bon élève. Voilà. Autant routine du matin, j'y arrive bien. Ouais. Donc le matin, j'ai ma petite routine, etc. Ça me permet aussi de laisser de côté le téléphone avec les réseaux sociaux parce qu'on est vite addictif à cette connerie. Ouais. Donc ma petite routine du matin qui fait du bien. Voilà. C'est des trucs tout cons, hein. Mais c'est par exemple, tu te lèves, tu fais ton lit, tu vas te doucher, douche chaude,
tu vas marcher 10 minutes en extérieur, tu prends un peu l'air frais. Voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais de répéter ça tous les matins, ça permet de se sentir mieux, je trouve, et d'être plus productif. Et après, tu prends ton téléphone et tu regardes. Le soir, c'est là où je suis un peu plus mauvais élève. Ouais, le soir, j'ai tendance un petit peu à veiller tard, etc. J'essaye, mais voilà, je suis pas non plus le meilleur, le plus assidu. Mais voilà, après, le tout, c'est de se déculpabiliser. Et Ouais, bien sûr. voilà, faut pas être trop dur avec soi-même non plus. Et après, ouais, c'est vrai que toutes ces routines aussi, compétition, donc ça, c'est important. Le discours que tu vas avoir aussi bien quand tu vas devoir lifter une barre proche de ton max, le discours interne, des techniques d'ancrage ou des routines aussi d'échauffement, comme on en parlait tout à l'heure, qui vont te permettre vraiment de te focus et de te dire, OK, maintenant, je passe en mode compète, en mode concentration. Je visualise un petit peu ma stratégie et après, une fois que je suis parti sur le WOD, c'est parti, quoi, ça déroule. C'est des choses qu'on fait toute l'année, donc voilà, il faut arriver. En fait, c'est de l'entraînement. Ouais, clairement. Tu vois, c'est pas le préparateur mental, c'est pas lui qui va te donner ta routine, il va t'expliquer comment la construire. Après, c'est toi qui vas tout assembler et surtout, très important, il va falloir que tu le répètes à l'entraînement. Clairement. Parce que si tu testes ta routine quand tu arrives le jour J, généralement, ça marche pas trop, quoi. Ouais, non, ça, une routine, pour que ça met du temps à se mettre en place. Ouais. On dit souvent qu'il faut 21 jours, mais en fait, ça s'explique même d'un point de vue du cerveau. Bon, là, c'est plus côté neurosciences, mais du coup, en fait, c'est le temps qu'il faut pour qu'il y ait une vraie connexion entre les synapses qui se créent et que la connexion soit plus chimique, mais directement électrique, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de 21 jours. 21 jours. Et c'est vrai, l'intérêt, en fait, d'avoir des routines qui se répètent, c'est que tu ancres une vraie habitude, quoi. Ouais. Donc, comme tu le disais, en fait, si tu fais un ancrage une fois, ça va jamais porter ses fruits. Bien sûr. Par contre, le répéter et surtout de le répéter dans les bonnes conditions, comme tu disais, à l'entraînement, pour que le jour J, ce soit le plus efficace possible, c'est hyper important. Et est-ce que tu as genre un mantra, une phrase type, par exemple, avant de faire un lift, que tu te répètes ou pas spécialement? Non. Non. Je visualise beaucoup. Ouais, ok. Tu vois, moi, souvent, ma routine, après, je peux en parler, tu vois, ça, c'est pas un secret de polichinelle, hein, mais tu vois, je visualise un moment fort où j'étais dans un état de flow, par exemple. Ouais. Et après, je visualise ce qui s'est passé pendant. Tu vois, je me rejoue la scène, mais je pense pas forcément aux gestes techniques que je vais devoir faire, par exemple sur un arraché, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on fait toute l'année, que je fais depuis 10 ans. Donc ça, vraiment, c'est dans mon cerveau, c'est ancré. Mais le fait de penser à ça, tu vois, c'est au moment fort, une odeur, une image ou un son, vraiment, ça me permet de déconnecter et d'arriver devant ma barre sans avoir un discours qui soit négatif. Tu vois, par exemple, tu arrives sur ta barre, tu te dis putain, c'est mon PR, je l'ai jamais fait. Mais si tu arrives avec ce discours-là, tu es mort. Ah ouais, c'est clair. Et voilà, de se créer cette routine-là, ça permet de ne pas y penser. Moi, ça me permet de ne pas y penser. Et d'ailleurs, ça me réussit plutôt bien parce que je fais très peu d'échecs, même proche de mon max. Donc voilà, ça me va très bien comme ça. Trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est important de, comme tu disais, pas penser à la technique. Normalement, ça, c'est des trucs que tu travailles en entraînement. Ouais, c'est ça. Faut pas créer de biais cognitifs. En fait, si tu penses à qu'est-ce que je dois faire, t'es plus dans l'action. Faut laisser faire le corps et activer les bonnes parties du cerveau. Ouais. C'est comme sur un WOD. Si tu pars sur un WOD et que pendant le WOD, tu remets tout tu remodules toute ta stratégie, quoi. Tu vois, tu pars, tu dis putain, mais en fait, finalement, je vais peut-être pas couper en 4, je vais peut-être couper en 6. Et en fait, si tu commences à revoir ta stratégie pendant le WOD, c'est mort. C'est mort, quoi. Ouais. Donc c'est un peu le même truc. Ok. Ouais. Et justement, en compétition, parfait, sur un WOD, est-ce que tu es vraiment dans ta bulle ou est-ce que des fois tu sors de cette bulle-là pour te connecter à des trucs à l'extérieur ou alors, en gros, je reformule la question, c'est si tu sors de ta bulle, est-ce que c'est involontaire ou est-ce que tu vas venir t'appuyer sur des choses externes? Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui crie dans les gradins pour t'encourager et du coup, tu vas volontairement sortir de ta bulle pour t'appuyer là-dessus ou est-ce que tu es toujours focus et tu sais pas ce qui se passe autour, quoi? En compète, même quand je suis sur des WOD de qualif ou autre, j'entends pas ce qui se passe autour. Ok. Si ça crie dans le public, je vais pas entendre. La musique, je mets toujours une musique qui me stimule quand je fais un WOD de qualif, par exemple, mais en fait, je l'entends pas. Ouais. Je l'entends au début. Après, forcément, j'arrive à être dans ma bulle, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles je peux encore m'améliorer, dans le sens où
j'ai vite fait d'être déstabilisé par les personnes qui sont à côté. Ok. Tu vois, par exemple, typiquement aux affiliates l'an dernier, le premier WOD, c'était un WOD de 20 minutes où tu avais un gros cash-in avec du rameur, des cordes et des box jump over. Et après, derrière, tu avais max de burpee broad jump dans le temps restant. Ouais. Sauf qu'on s'est tapé 10 minutes de burpee broad jump. Et moi, je suis parti comme une fusée. Parce qu'à ma gauche, j'avais un petit jeune qui s'appelle Valentin Ourteau, qui est en étoile montante du CrossFit. Ouais. Et encore à gauche, il y avait Pimpin. Ouais. Donc il était entre nous deux en sandwich, quoi. Et quand on est parti, mais comme des balles sur un WOD de 20 minutes. C'est un truc que je fais jamais. C'était pas la stratégie. Ouais. Mais en fait, ils sont partis tellement fort à côté que je me suis dit, vas-y, je les accroche. Et ça, en fait, j'aurais jamais dû le faire parce qu'en fait, derrière, j'en ai payé les conséquences. Je me suis retrouvé sur les 10 minutes de burpee broad jump. J'ai subi pendant 10 minutes, mais je me suis fait satelliser et j'ai fait une contre-perf, mais je crois que j'ai fini 35e sur 40. Ok. Alors que si j'étais resté dans mon truc, je l'ai laissé partir et après derrière, je l'ai rattrapé. Donc voilà, ça typiquement, c'est le type d'erreur que je fais encore. Ça m'arrive pas souvent, Ouais. mais ouais, c'est vrai que souvent, j'ai tendance, ça peut m'arriver Ouais. de me faire un petit peu manipuler comme ça, de sortir Ok. de ma bulle. Mais j'arrive aussi à rester dans ma bulle et à respecter la stratégie. Voilà, Ouais. ça va dépendre de l'environnement. En fait, aux affiliates, l'an dernier, il y avait vraiment une grosse pression parce qu'ils avaient fait une com très agressive Mm. où vraiment ils faisaient monter un peu le suspense. Et il y avait les top athlètes français. Ouais. Donc vraiment, on était là pour en découdre. Moi, l'année d'avant, j'avais fini 2e. Donc voilà, tu arrives avec une grosse pression et si tu la gères mal, tu fais ce genre de choses, quoi. Ouais. Tandis que sur une compète où il y a moins d'enjeux, ça va être, selon moi, plus facile de rester dans son état, dans sa bulle. Ok. Il y a un autre thème que je voudrais aborder, c'est la partie gestion des blessures. Ouais. Tu as eu du coup deux petites blessures là, enfin petites, deux blessures au, au biceps et adducteur, c'est ça? Ouais. Comment tu gères ces blessures? Alors il y a la partie gestion de la blessure en elle-même pendant, Ouais. et après comment tu gères aussi le retour de la blessure, alors, aussi bien physiquement que mentalement. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est vachement intéressant. Je pense que j'ai des capacités assez fortes à faire face à ça. Mais du coup, je l'ai vu sur ces 2 dernières blessures. Donc là, pour remettre dans le contexte, c'est en juin. Avec Alex, je vais chez Alex, justement. Donc c'était la dernière fois que je suis venu. Les affiliates, ça tombe 3 semaines plus tard. Donc je lui dis, écoute Alex, les affiliates, c'est la grosse échéance. Il ne faut pas qu'on loupe le coche. Vraiment, on y allait pour en découdre. Ouais. On y allait pour gagner. Donc j'ai dit, on vient chez toi et on se la colle pendant 2 semaines. On se fait un gros pic de forme. Au moins, on arrive à affûter plus à la compète. Donc on s'est vraiment entraîné comme des Mongoliens, quoi. Vraiment. Et manque de peau, trop s'entraîner fort, je me déchire le biceps. Je me déchire le biceps sur un clean le matin, là. Donc de là, je vais m'asseoir. J'ai compris direct qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Il vient me voir, il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui dis je pense que il y a un truc qui va pas. Je pense que je me suis fait une petite déchirure. Et moi, je passe à autre chose en 10 minutes. Je lui dis Ok. bon, écoute, c'est pas grave. Je dis c'est pas grave, c'est comme ça et tout. Lui, avec les relations qu'il a dans sa box, il a une femme qui a un cabinet de radiologie. Donc il arrive à m'avoir une imagerie dans l'après-midi. Ok. Donc l'après-midi, je vais faire mon écho. Je vais faire l'écho, j'en ressors, déchirure intramusculaire. Je crois que c'était un grade 2, donc c'est une petite déchirure, 5 mm. Ok. Donc j'appelle mon kiné, etc. Il me dit, bon, écoute, même si tu as un bon métabolisme et que tu vas prendre du repos, etc., que tu vas faire ce qu'il faut, normalement, le retour à la compète, c'est 6 semaines. Et sauf que les affiliates, ça tombait 3 semaines plus tard. Ouais. Je lui dis, c'est jouable ou pas? Il me dit, viens me voir et on va faire ce qu'il faut, mais je te promets rien. Donc de là, je me dis, écoute, c'est comme ça, tu vois. De toute façon, que tu pleures ou que tu sois content, ça va rien changer. Donc je me dis, écoute, je vais faire là ce qu'il faut. Je vais faire ma rééduque. Je laisse de côté tout ce qui est tirage pendant ce temps-là. Je vais en profiter pour continuer à faire de la caisse, donc aller faire du vélo, courir, faire du squat, faire des HSPU, tu vois, parce que tu peux faire des HSPU. Et puis on verra bien, quoi. Donc du coup, incertain, je ne sais pas si je vais aux affiliates ou pas. Et une semaine avant,
Donc c'était 15 jours après la blessure. Je me resuspends, je m'échauffe bien, je tire une traction, 2 tractions, je fais un peu d'épaulé, un peu d'arraché. Tout se passait bien. Je sentais que j'avais une petite gêne, mais je me suis dit, bon, écoute, ça tient, quoi, tu vois. J'arrache 80, 90. Donc on va aux affiliates. Premier jour, ça se passe bien. Deuxième jour, j'arrache 140, donc je fais mon PR. Et le dimanche, avant-dernier WOD, il y avait des chest to bar. Je pars, je me suspends, je fais 4 chest to bar. Et là, coup de couteau dans le biceps. Je dis, merde. Avec l'adrénaline, qu'est-ce que je fais? Je me resuspends, quoi. Et au moment où je me resuspends, bam, je me reprends un coup de couteau. J'ai dit, bon, laissez-moi, on arrête. Et là, vraiment, ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal parce que c'était le début du WOD. J'étais en train de faire une remontada, parce qu'au début de compète, ça s'était pas super bien passé. Et je remontais au fil des WOD. Progressivement, ouais. Donc je savais que j'allais taper un top 5, parce que j'étais 7e, je crois. Ok. Et les 2 WOD demi-finale et finale, ils m'allaient bien. Donc là, je vais me foutre dans les gradins. Il y avait mes parents qui étaient là et tout. Et je regarde tous les copains faire le WOD. Ouais. Et là, je me suis effondré, quoi. Ouais. Ah ouais, je me suis effondré, vraiment. Dur. Ouais. Donc ça a été difficile sur le coup, mais je pense que j'ai une capacité à relativiser rapidement et vite je me suis repris en main et 1 heure après c'était passé. Ok. Et je me suis dit bon écoute, de toute façon il y a les Marseille dans 3 semaines, donc on va arrêter de faire le con. Les Marseille tu fais forfait et on profite du mois d'août. J'avais prévu mois d'août de pas faire de crossfit, donc on profite du mois d'août pour récupérer correctement, faire une bonne rééduque. Ouais. Et à partir de septembre c'est reparti. Et j'ai suivi le plan. Moi, j'ai une capacité à lâcher complètement. Tu vois, il y a des athlètes, des fois, pendant 3-4 jours, ils vont pas faire de sport, ils vont pas être bien et tout. Moi, période post-compète, je vais pas à la salle pendant 3 semaines. Ouais, ok. C'est bien, c'est hyper intéressant. Ça, parce que je sais que tu vas pas perdre tes qualités physiques. Ouais. Tu vois, et au contraire, le corps, ça lui fait du bien. Donc, quand je suis revenu en septembre, j'ai repris. Forcément, tu prends des putains de courbatures parce que tu n'as pas fait de tirage pendant 1 mois et demi. Mais en fait, au bout de 2 semaines, j'avais repris mon niveau. Ah bah ouais. Donc voilà, ça m'a fait du bien, je pense, de couper. Ça m'a permis de faire la coupure que je n'avais pas fait l'année d'avant, où je me suis retrouvé en surentraînement en décembre. Et voilà, physiquement, ça m'a permis de me recharger et aussi d'évoluer, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est la première fois vraiment que je faisais face à une blessure. Donc ça m'a permis de voir que je réagissais plutôt bien. Et là, du coup, début décembre, compète d'haltéro, je me fais l'adducteur sur un squat à l'échauffement. Donc mon coach, il me dit tu veux pas ouvrir à 140 debout, parce que je m'étais blessé à 150. Ouais. Et en fait, les barres en haltéro, ça monte de 1 kg en 1 kg. Ouais. Donc après, dès que ça arrive à ta barre à toi, tu vas tirer. Là, sur le plateau, ils étaient à 140. Donc il m'a dit, écoute, rentre maintenant, parce qu'on était en équipe, tu valides 140 debout, et au moins tu fais pas une bulle. Ouais. Voilà. Donc je rentre à 140, et comme en juin, je tire 140, réception, bam, je me reprends un coup de couteau dans l'adducteur, que je m'étais pris 5 minutes auparavant. Et donc je dis, laisse tomber. Tu vois, toujours faire une deuxième fois pour être sûr. Faut valider. Ouais. Laisse tomber. De là, je vais me mettre en zone des chauds, je n'étais pas bien. Pareil, tu prends un coup au moral, mais 10 minutes après, ça va mieux. Mais sauf que là, je me suis dit, en fait, dans 6 semaines, il y a les French. Dans 6 semaines, il y a les qualifs des French. Donc là, j'appelle Alex et tout. Et je savais que 6 semaines, c'était juste. Parce que tout ce qui est musculaire, en fait, il y a un délai incompressible. Tu vois, que tu sois jeune, vieux ou j'en sais rien. Voilà, les fibres musculaires, il faut 6 semaines pour qu'elles se refassent. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Bonne rééduque, j'ai pas squatté. Au final, je n'avais pas besoin de squatter parce que j'ai quand même beaucoup de force dans le bas du corps. Donc je me suis dit, c'est OK, on va faire du gros volume en gymnastique pour arriver très très fort en gym. Ouais. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai repris il y a 2 semaines, tout ce qui est flexion, sans douleur, parfait. J'étais content et juste j'avais un peu l'appréhension. Parce que tu sais, quand tu reprends post-blessure, ta tête s'attend à réavoir mal. Oui. Donc ça a duré un petit moment et en fait il a fallu que j'aille faire une imagerie, chose que j'avais pas fait, pour vraiment être sûr qu'il y avait plus rien. Pour être rassuré et te dire ça y est, je peux y aller, quoi. C'est ça, parce qu'en fait là du coup j'ai repris un peu le squat clean et le squat chez Pimpin quand je suis revenu il y a 10 jours et en fait je compensais jambe droite. Ouais. Dans ma tête j'étais toujours blessé. Ouais.
Ok. Donc, je suis allé faire l'IRM avant-hier. Et à l'IRM, en fait, il n'y a plus rien. Ok. Donc là, depuis avant-hier, vraiment, Soulagement, quoi. soulagé. Et puis, j'ai l'impression de plus... ouais, c'est ça, mentalement, de plus être blessé. Ouais. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, t'as vraiment switché et pour toi, c'est bon, tous les voyants sont ouverts et t'as plus C'est ça. d'appréhension, quoi. Ouais, mais tant que j'ai pas fait l'imagerie pour voir que tout était OK, Ouais. ben, j'avais l'appréhension. J'avais trop peur. Donc voilà, je pense que j'ai une bonne capacité à gérer les blessures Ouais. mentalement. En fait, je me dis, il y a toujours pire que soi. Ouais. Et la Terre, elle va pas s'arrêter de tourner. Oui, clairement. Et je pense que tu as aussi une bonne capacité à accepter de vivre l'émotion, comme tu disais, tu vois, je m'effondre, et Ouais, en fait, 10 minutes après, il n'y a plus rien, c'est et ça. c'est une force aussi de dire, bah ok, je suis frustré ou je suis triste, et je vis Ouais, mon émotion pleinement, et ça y est, c'est fait, et ça y est, maintenant, je me projette sur le futur, quoi, bien sûr. et sur ce qu'il faut mettre en place pour revenir. C'est ça. Et l'autre point important que je trouve, c'est ta capacité justement à te dire, bah, je vis pas que pour le CrossFit, et ouais, si pendant 3 semaines je fais autre chose, ça me fait du bien. Ouais, Je parlais avec, bah, du coup, avec Guillaume Briand, que j'ai reçu sur l'épisode précédent, et lui il disait aussi qu'il avait besoin de sortir du côté CrossFit, tu vois, ouais. et de ne pas vivre uniquement là-dedans, en gros, il faisait vraiment une différence entre sa vie en dehors de l'entraînement et sa vie à l'entraînement, quoi. C'est ça. En fait, je trouve ça tellement important. Et c'est vrai que souvent, on ne nous le vend pas comme ça. Souvent, on Mm. te vend un peu du storytelling. Ben, par exemple, Conor McGregor, tu vois. Bon, là, c'est le premier qui me vient, mais il y en a plein. Conor McGregor, qui n'avait pas d'argent, qui vivait dans la rue. Et en fait, le mec, il a tout misé sur ça. Sa vie, c'était l'entraînement. Ou qui c'est comme autre athlète. Bon, souvent, on te vend les athlètes comme ça. Ouais, Tu ah ouais. vois, on te dit, ben, le mec, en fait, Matt Fraser. Oui, Fraser, Oui, c'est il n'a jamais bu l'exemple beaucoup type. d'alcool, il s'entraînait 8 fois par jour. Bon, j'exagère le trait, Ah tu ouais, vois, mais mais il faisait pas de vélo parce qu'il avait peur de tomber, de se ouais, blesser et tout. Alors peut-être, mais en fait, je pense que 99% des gens, ils ont besoin quand même d'avoir une soupape de décompression. Moi, à l'époque, je l'avais avec des pompiers. Mm. Tu vois, quand je sortais d'une compète, je pouvais plus m'encadrer le CrossFit. Ouais, Du coup, le fait d'aller à la caserne pendant 24 heures ou 48 heures, ça me permettait vraiment de couper complètement, d'être dans un milieu où c'était pas des crossfitters. Et ça, c'est un truc que j'ai perdu quand j'ai quitté les pompiers. ouais, Je me suis retrouvé coach, où voilà, tu sors de compète, et en fait, le lundi, tu es à la boxe en train de coacher ou tu es en train de programmer. Donc, tu es obligé de trouver d'autres alternatives. Mm. Donc, moi, ça a été aller faire du vélo, aller faire de la rando, voilà, s'aérer. ouais, Mais je trouve ça tellement important. Et souvent, on parle de deload, tu vois, dans les ouais, entraînements. On te dit, oui, 6 semaines d'entraînement, une semaine de deload. Mais en fait, la deload, elle ne doit pas être que physique. Elle doit être aussi mentale dans le sens où il faut que tu coupes complètement, quoi. Et si tu veux aller faire du sport pendant ta deload, tu vas faire du vélo ou courir. Par contre, tu n'y vas pas en te disant j'y vais pour progresser ou pour m'améliorer. Tu te dis j'y vais pour prendre du plaisir et m'aérer l'esprit. ouais, Mais arriver vraiment à couper, quoi, avec ce côté performance, ce côté CrossFit, ça, je pense que c'est le secret pour durer. ouais. Sinon, tu Tu t'exploses au bout pètes à d'un un moment moment. donné, Tu fais ouais. un burn-out. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Et justement, toi, tu parlais des pompiers. Je vois qu'il y a beaucoup de. Alors, forcément, le CrossFit, tu as beaucoup de militaires, de pompiers, de forces de l'ordre, etc. Parce que je pense que la mentalité veut ça. Mais je Mm. constate aussi que dans les gros CrossFitters français, il y a beaucoup de pompiers. Ouais. Il y a Guillaume Briand, tu as Romain Fellono, il y a toi, tu vois. Est-ce que c'est parce que, je sais pas, le métier vous permet de pratiquer beaucoup de sport pendant vos heures et du coup vous êtes en forme, Ouais. ou est-ce qu'il y a genre une espèce de mindset qui est développé pendant que vous faites vos classes ou quoi? Enfin, comment tu arrives à expliquer que il y a une espèce de prédisposition, enfin, j'ai la sensation qu'il y a une espèce de Mm. prédisposition, tu vois, à aller Ouais. performer et à aller sortir de sa zone de confort, quoi. Ben oui, c'est sûr que déjà, je pense que le milieu des pompiers, c'est un milieu quand même qui est assez masculin. Enfin, c'est même sûr. Je crois qu'à l'époque, j'avais vu les chiffres, je crois qu'il y avait 15% de femmes, Ok. donc 85% d'hommes. C'est souvent des hommes qui sont jeunes, sportifs. Ça nécessite une bonne condition physique. Donc déjà, tu touches à un public qui est sportif. Mm. Et après, forcément, maintenant, il y a un réel engouement dans les casernes. Toutes les casernes commencent à s'équiper avec du matos de CrossFit. Donc forcément, ça permet un petit peu de créer des athlètes qui font du CrossFit. Ouais. Après, forcément, on a beaucoup de temps, on ne va pas se le cacher. Même si une garde. Alors nous, à Marseille, c'était que des gardes de 24 heures. À Paris, ils font 48, 72. Ouais. Après, maintenant, Romain, qui est pro à Bordeaux, il fait que des gardes de 24. Mais voilà,
tu fais ta garde de 24 heures, tu peux t'entraîner pendant ta garde si tu décales pas. Ouais. Et ensuite, après, tu as 2, 3, 4 jours de repos. Donc, ça laisse le champ libre pour s'entraîner. Et après, tu vois, quand tu me posais la question, je pensais aux militaires. Je me disais, mais putain, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de militaires? Mais les militaires, c'est différent. Eux, ils partent en OPEX. Ouais. Donc, quand tu pars 6 mois en OPEX, ça te ruine ta prépa. Et ils ont beaucoup moins de temps que nous, parce que c'est vrai que les militaires, moi j'ai des potes qui sont mili, et en fait ils font lundi à vendredi 8h, 18h. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu as un boulot lambda où tu fais 8-18, tu sors à 18, c'est compliqué déjà de se motiver. Et puis je pense que physiquement, t'es pas dans le même état que voilà, si tu te lèves à 8h et qu'à 9h, tu es à la salle. Donc voilà, je pense que tout ça mis bout à bout, ça explique un petit peu pourquoi il y a beaucoup de pompiers qui performent. Parce que voilà, il n'y a pas que Romain et Guillaume, tu vois, il y a Maxime Olnet aussi. Il y a Robin Potier aussi, c'est qui est pompier à Paris. Voilà, là, c'est les seuls qui me viennent, mais ouais, c'est vrai que j'avais jamais vraiment fait gaffe, mais il y a beaucoup de pompiers qui tirent leur épingle du jeu. Ouais. Bah, parfait. Écoute, je vais juste finir par des petites questions. C'est la partie introspection du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Jules qui a commencé le CrossFit il y a 10 ans, du coup, maintenant? Ouais. Qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que si le Jules de 10 ans, il voyait où ça m'a mené le CrossFit, parce que clairement, ça a vraiment changé ma vie. Au départ, je m'étais juste inscrit pour avoir un complément à la muscu et m'amuser. Et au final, aujourd'hui, j'ai envie. Et ça m'a permis de me développer aussi au niveau mental et sur plein d'autres plans. Donc je lui dirais, écoute, continue, éclate-toi et tu vas vivre une sacrée expérience. Ok. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, un bon athlète? Un bon athlète. Alors sur le plan physique, c'est un athlète déjà qui est complet. Surtout dans le CrossFit. Je ne sais pas si ta question elle concernait. Elle est assez large volontairement. Ouais. C'était pour voir, c'est aussi bien au niveau des qualités physiques que des qualités personnelles. Tu vois. Alors voilà, un bon athlète, le truc qui me vient là directement, c'est un athlète qui est équilibré sur tous les plans. Donc au niveau physique et mental, et qui n'a pas que ça dans sa vie. Voilà, qui n'a pas qu'un pilier qui est le sport. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, qui a plusieurs piliers, notamment le pilier familial, le pilier pro et après le pilier sport. De manière à ce que si demain il y a une grosse blessure ou un accident ou je ne sais quoi qui nécessite un arrêt total, la vie de la personne ne va pas s'effondrer. Ouais. Ok, on sent bien le travail mental. Non mais c'est voilà. Tu vois, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est vrai c'est hyper important de pouvoir avoir plusieurs points d'appui, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai acquis grâce au sport. Après, il y a d'autres personnes qui vont réussir à l'acquérir par d'autres voies. Mais je suis vraiment content d'avoir découvert le CrossFit pour ça. Parce que ça m'a mené à évoluer sur ce plan-là. Donc, vraiment, je suis reconnaissant par rapport à ça. Ok. Et dernière question, qui est-ce que tu aimerais bien entendre sur ce podcast? Qui est-ce que j'aimerais bien entendre? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Vincent Pradier. Ok, on va parler de pêche. Ouais, je pense qu'il va être un peu mal à l'aise, parce que je sais qu'il n'est pas très à l'aise devant l'objectif, mais je pense qu'il est encore plus détaché que ce que je peux l'être vis-à-vis du sport, et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'il est jeune, il a fait des grosses perfs cette année, et il s'en fout. Tu vois, en fait, son kiff, lui, c'est d'aller à la pêche. Et voilà, donc je suis curieux de voir ce qu'il a raconté. Ok, écoute, je le contacterai pour l'inviter alors. Ouais, avec ça plaisir. Marche. Écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Vous pouvez me retrouver dans le Var, à Fréjus-Saint-Raphaël. Et ensuite sur les réseaux, voilà. Jules Castor, le J, voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et après sur YouTube, alors j'ai pas de chaîne perso, mais la prog SOS Sound of Silence Prog, on en a parlé tout à l'heure. T'as un compte de coaching aussi, non? Ouais, j'ai un compte de coaching, mais il est à l'arrêt. Ouais, ok. Il est à l'arrêt. Donc on le on cite peut pas. oublier. Ça roule. Voilà. Ok, écoute Jules, merci beaucoup. Merci de t'être prêté à l'exercice et d'avoir accepté l'invitation.
Et puis écoute, à bientôt. Yes, merci à toi. Ciao. Si cet épisode t'a plu, prends 10 secondes pour t'abonner au podcast et laisser une note ou un commentaire. Et pourquoi pas le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui permet à Anatomie de la performance de grandir et de te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Tu peux aussi retrouver MNP Performance sur Instagram pour prolonger les échanges et découvrir du contenu en avant-première. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver un rendez-vous diagnostic gratuit avec moi via Instagram ou directement sur mon site pour qu'on analyse ensemble tes besoins et tes objectifs. Merci pour ton écoute, continue de t'entraîner intelligemment et rappelle-toi, la performance se construit bien avant le jour J.